Le matin de la remise de mon diplôme de fin d'études, mon père a offert une Mercedes flambant neuve à ma sœur et m'a dit de prendre le bus. J'étais là, dans ma toge de diplômé, serrant mon carton d'invitation à deux mains, pendant qu'il agitait un trousseau de clés brillants comme si c'était le trophée d'une vie à laquelle je n'avais jamais été invité. Une fille a eu droit au siège en cuir, au gros nœud sur le capot et à une séance photo dans l'allée du pavillon. L'autre fille, moi, a eu droit à un « ça va aller. Tu as l'habitude de te débrouiller toute seule. » J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus, ma robe de cérémonie frôlant le trottoir, en repassant cette phrase en boucle dans ma tête, essayant de ne pas laisser se briser quelque chose qui tenait déjà à peine depuis trop longtemps. Au moment où je suis descendu du bus près du Palais des Congrès, les trottoirs étaient noirs de monde, des familles prenaient des photos, des parents tenaient des bouquets, des gens acclamaient des enfants dont ils connaissaient réellement les prénoms. J'ai pris ma place dans la file, j'ai gardé les yeux fixés devant moi et je me suis dit que c'était quand même mon jour. Puis, ils ont appelé mon nom sur scène et ont ajouté un titre que ma famille ne s'attendait pas à entendre accolé au mien, mention très bien, félicitations du jury, et des applaudissements nourris. Quand j'ai fait face à la foule, j'ai enfin repéré ma famille. Et l'expression sur le visage de mon père m'a dit que ce n'était plus juste une cérémonie banale pour lui. C'était la première fois qu'il réalisait que la fille qu'il avait envoyée en bus avait bâti quelque chose qu'il ne contrôlait pas et qu'il n'avait jamais aidé à payer. Avant de vous dire ce qu'il a dit après, et ce que je lui ai finalement répondu, faites une pause une seconde. Dites-moi quelle heure il est, où vous êtes et d'où vous regardez, car je veux voir jusqu'où cette histoire de trajet en bus va voyager. Je m'appelle Manon Dubois. Au moment où cette Mercedes est apparue dans l'allée, l'histoire de ma place au sein de ma famille se jouait déjà depuis des années à travers une centaine de petits moments que personne n'avait jamais pris la peine d'additionner, sauf moi. J'ai grandi dans un pavillon de classe moyenne en banlieue lyonnaise où rien ne semblait clocher vu de l'extérieur. Nous avions une pelouse tondue, des décorations à Noël, des tenues assorties pour les photos de famille quand j'étais petite. Mais il y avait une règle silencieuse gravée dans chaque jour de mon enfance. Une enfant était fragile et avait besoin d'une attention constante, et l'autre enfant, c'est-à-dire moi, devait se débrouiller. À 7 ans, j'ai appris que si je tombais et m'écorchais le genou, je devais aller chercher mon propre pansement dans l'armoire de la salle de bain parce qu'il y avait déjà quelqu'un d'autre qui pleurait plus fort dans le salon. Quand je ramenais un vin en dictée, il restait affiché sur le frigo un soir. Quand ma sœur cadette, Chloé, ramenait un trophée de gymnastique, elle avait droit à une étagère dédiée et un dîner au restaurant. Personne ne m'a jamais assise pour me dire « tu comptes moins ». Ils n'en ont jamais eu besoin. C'était intégré dans ce qu'ils célébraient et ce qu'ils ignoraient. Chaque anniversaire rendait ce schéma plus difficile à ignorer. Ma sœur recevait de nouveaux vélos, des kits d'art, des stages le week-end. Moi, je recevais des choses pratiques. Des chaussures pour l'école, une veste simple en solde, une si bonne affaire, ou une carte cadeau accompagnée d'un sourire crispé. Si j'avais l'air déçu, la réponse était toujours la même, tu es indépendante. Tu n'as pas besoin d'autant de choses. Il le disait comme un compliment. Je le recevais comme un avertissement, ne demande rien de plus. Plus nous grandissions, plus la division devenait claire. Ma sœur était la brillante, l'émotive, l'avenir de la famille, présentée lors des réunions avec une petite emphase supplémentaire sur son prénom. J'étais la stable, la responsable, celle qui gère bien toute seule. Ces mots sonnent bien jusqu'à ce que vous réalisiez qu'ils sont utilisés pour justifier pourquoi personne ne vient voir si vous allez bien. Au collège, les après-midi étaient divisés. Mon père conduisait ma sœur à ses activités équitation, danse, théâtre disant à tout le monde à quel point il était fier de la voir s'épanouir. Moi, je prenais le bus de ville pour rentrer, j'entrais seul dans une maison silencieuse, je faisais mes devoirs sur la table de la cuisine et je me préparais le goûter que je pouvais trouver. Ce n'était pas de la négligence dramatique. C'était de petites décisions silencieuses, empilées jour après jour, qui me disaient exactement où je me situais. J'ai trouvé mon premier vrai témoin de tout cela en la personne d'une fille de ma classe nommée Sophie. Nous nous sommes rencontrés à la médiathèque municipale, nous cachant de nos maisons bruyantes de différentes manières. Elle remarquait des choses, comme le fait que mes parents ne venaient jamais aux réunions parents-prof ou aux spectacles scolaires, sauf si ma sœur y participait aussi. Comme le fait que je devais toujours vérifier mon porte-monnaie avant qu'on accepte d'aller manger un kebab. Un jour, après que ma famille eut encore quitté une soirée de remise de prix avant que mon nom ne soit appelé, elle m'a dit doucement, « Tu sais que ce n'est pas normal, hein ?» J'ai haussé les épaules parce qu'à ce moment-là, c'était tout ce que j'avais toujours connu. Le lycée n'a rien arrangé.
Cela a juste ajouté de plus gros chiffres au déséquilibre. La chambre de ma sœur est devenue un showroom tournant de nouveaux vêtements et de maquillage de marque. Il y avait des sacs de shopping sur son lit un week-end sur deux, des colis arrivant à la porte à son nom. Quand j'ai demandé de l'aide pour les frais d'inscription au concours des grandes écoles, la réponse a été une longue conversation prudente sur la gestion budgétaire et le réalisme. Mon père adorait parler du potentiel de ma sœur, de ses projets, de son avenir. Quand le sujet se tournait vers moi, il passait en mode logistique. « Tu es solide », disait-il. « Tu n'as pas besoin qu'on te tienne la main. » J'ai appris à hocher la tête, ravaler ma frustration et retourner calculer combien d'heures de travail il faudrait pour couvrir ce que personne d'autre n'allait payer. Il n'y a pas eu de dispute hurlante unique. Pas de grande trahison que je pourrais pointer du doigt, juste un schéma. Une enfant était un investissement, l'autre était un plan de secours, censé tourner silencieusement en arrière-plan. Au moment où les lettres d'acceptation pour les études supérieures ont commencé à arriver, le scénario était déjà écrit. Les bonnes nouvelles de ma sœur sont arrivées avec des ballons, des réservations au restaurant et un nouvel ordinateur portable parce qu'elle aura besoin de quelque chose de puissant. Mes bonnes nouvelles sont arrivées avec une pile de brochures sur les prêts étudiants et une conversation sur la façon dont je pourrais travailler à temps partiel pour forger mon caractère. Je ne le réalisais pas à l'époque, mais il ne façonnait pas seulement mon emploi du temps. Il m'entraînait à accepter des miettes et à appeler ça un repas. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est ce qui arrive quand l'enfant indépendant prend cet entraînement et l'utilise pour construire une vie entière sans eux. Pour moi, l'université n'a pas commencé par des photos d'emménagement et des câlins larmoyants sur le parking de la résidence universitaire. Elle a commencé avec un horaire de bus imprimé, une valise d'occasion et un email de bourse qui couvrait les frais de scolarité mais laissait tout le reste suspendu au-dessus de ma tête comme une facture que personne ne voulait réclamer. Je suis arrivé sur le campus avec juste assez d'argent pour quelques semaines de courses, la parure de lit la moins chère que j'ai pu trouver et la conviction obstinée que je n'allais pas abandonner parce que ma famille avait décidé que mes rêves étaient un supplément sympa au lieu d'une priorité. Les cours ont frappé fort et vite. Les professeurs ne savaient pas et ne se souciaient pas de qui mes parents préféraient à la maison. Tout ce qu'ils voyaient, c'était mon nom sur leur liste, mon écriture sur les partiels, ma connexion sur le portail étudiant. D'une étrange manière, c'était la première miséricorde. Personne ne me comparait à ma sœur ici. Mais le revers de la médaille était brutal. Si je ne suivais pas le rythme, il n'y avait pas de filet de sécurité. Je ne pouvais pas me permettre de rater un module et de le repasser. Je ne pouvais pas simplement prendre un semestre plus léger parce que j'étais fatigué. Chaque crédit avait un prix. Dès la première semaine, j'ai réalisé que j'avais besoin d'un job, puis d'un autre. Le service courrier du campus m'a embauché pour quelques heures par jour, à trier des colis dans un espace sans fenêtre qui semblait toujours un peu trop froid. La paie était basse, mais prévisible. J'ai appris les noms sur les boîtes, regardé d'autres étudiants récupérer des colis de soins, de nouveaux vêtements et des cartons de snacks envoyés par leurs parents, et je me suis rappelé que l'envie était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Le soir, quand la plupart des résidences s'installaient pour des groupes d'études ou Netflix, j'enfilais des gants en caoutchouc et je nettoyais les couloirs et les bureaux d'un bâtiment voisin. Ce n'était pas glamour. C'était des néons fluorescents, du nettoyant industriel et le bruit silencieux de mes propres pensées me disant « un chèque de plus, un mois de plus payé ». Quand cela ne suffisait toujours pas pour payer le loyer de mon studio, les livres et la nourriture, je me suis inscrite à un service de livraison à vélo. J'ai acheté un vélo cabossé dans une brocante, appris les itinéraires les plus rapides à travers la ville et commencé à échanger mes soirées contre des numéros de commande sur un écran. C'est ainsi que j'ai rencontré l'homme qui allait accidentellement changer la trajectoire de ma vie. Le premier soir où j'ai livré à son bureau, j'étais une demi-heure au-delà du point d'épuisement, là où votre corps continue de bouger par habitude. J'ai monté les escaliers vers un étage modeste dans un immeuble que je n'avais jamais remarqué auparavant. Le couloir était presque vide, juste une porte avec de la lumière filtrant par-dessous. J'ai frappé, passé le sac en papier dans mon autre main et essayé de garder ma voix stable quand j'ai dit « livraison ». La porte s'est ouverte sur un type dans la trentaine avec des yeux fatigués et une chemise qui semblait avoir été repassée avant qu'une longue journée n'engloutisse l'effort. Derrière lui, la pièce était couverte de tableaux blancs, de notes griffonnées, de flèches, de diagrammes inachevés qui n'avaient aucun sens pour moi. Il a eu l'air surpris de me voir, comme s'il avait oublié qu'il avait commandé à manger. « Vous travaillez si tard ?» a-t-il demandé en signant le reçu. J'ai failli rire. « C'est le début de ma soirée », ai-je dit avant de pouvoir m'arrêter.
J'ai encore des devoirs après. Il s'est arrêté, le stylo en suspens. Vous êtes étudiante? J'ai hoché la tête. Combien de jobs a-t-il demandé? Ce n'était pas indiscret. C'était observateur. La façon dont quelqu'un demande combien d'assiettes vous faites tourner parce qu'il en a lui-même laissé tomber quelques-unes auparavant. 3. Techniquement, ai-je dit. Service courrier, ménage, et ça. Et les cours à temps plein, a-t-il ajouté. Je n'ai pas vraiment le choix, ai-je répondu, changeant d'appui d'un pied sur l'autre, voulant qu'il signe pour que je puisse partir. C'est bon. Je gère. Quelque chose dans son expression a changé alors. Pas de la pitié, pas exactement de l'admiration, mais de la reconnaissance. Comme s'il voyait le poids invisible que je portais et mesurait mentalement combien il était réellement lourd. Il m'a rendu le reçu avec un pourboire qui m'a fait hausser les sourcils. C'est quoi votre spécialité, a-t-il demandé. Communication, ai-je dit. Pour l'instant. Pour l'instant, a-t-il répété doucement, presque comme une note pour lui-même. Faites attention en rentrant, d'accord? J'ai fait un signe de tête rapide et je suis parti, mettant ça sur le compte d'une autre interaction étrangement personnelle lors d'une longue tournée. Mais cette brève conversation m'est restée en tête bien après que mes pieds aient cessé de me faire mal cette nuit-là. C'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un demandait ce que je construisais. Pas juste comment je prévoyais de survivre. Je ne le savais pas encore, mais je venais de rencontrer Julien Mercier. Quelqu'un dont le nom finirait par atterrir sur la ligne de mon contrat qui changerait tout. À ce moment-là, cependant, je croyais encore que ma vie ne serait rien de plus qu'un cycle de réveils matinaux, de repas bon marché et de marches épuisées sous les lampadaires. Personne de ma famille n'appelait pour demander comment j'allais. Pas de colis surprise, pas de visites inattendues. Je regardais les photos de leur vie apparaître en ligne, de beaux dîners, des week-ends en voyage, ma sœur posant avec de nouvelles tenues, et cette aisance décontractée de quelqu'un qui sait qu'il y a toujours un plan de secours. Je continuais de faire défiler. Je continuais de travailler. Je me répétais encore et encore, ils l'ont choisi. C'est bon. Je me choisis moi. Je ne réalisais pas à quel point cette promesse allait devenir vraie. La deuxième fois que j'ai vu Julien, il n'était plus le type mystérieux derrière une porte de bureau. Il était assis à une table à la cafétéria du campus, une tasse de café à moitié finie, une pile de maquettes de design étalée devant lui comme un puzzle qu'il essayait de résoudre. Je venais de finir un cours et je triais mentalement les dates limites des devoirs quand je l'ai remarqué. Il m'a remarqué en premier. La livreuse aux 3 jobs, a-t-il dit en tapotant le côté de sa tasse. J'espérais vous recroiser. J'ai hésité. Je n'avais pas l'énergie pour les banalités, et mon sac à dos me sciait l'épaule, me rappelant les dossiers que j'avais encore à rédiger. Mais il y avait quelque chose dans son ton curieux, mais pas insistant et qui m'a fait m'arrêter. Je ne suis pas en service, ai-je dit. Pas de nourriture aujourd'hui. Il a souri légèrement. Bien. Asseyez-vous une minute. Je promets que je ne vais pas essayer de vous vendre quoi que ce soit. Contre mon meilleur jugement, je me suis assise. Il a demandé mon nom et cette fois, cela ressemblait à une vraie question, pas juste une formalité. Puis il a posé le genre de questions dont personne d'autre ne se souciait, ce que je voulais faire après le diplôme, quel cours m'intéressait vraiment, quelle partie de ma vie actuelle semblait la plus insoutenable. J'ai gardé mes réponses légères au début, mais il avait une façon d'écouter qui rendait la simulation inutile. Alors, j'ai dit la vérité. Je lui ai dit que je n'avais pas de plan clair, seulement une longue liste de choses auxquelles je ne voulais pas retourner. Je lui ai dit que j'aimais l'idée de construire des histoires, d'aider les gens à comprendre un message, mais je ne savais pas où cela s'intégrait dans le monde réel. Je lui ai dit que j'étais fatigué d'une manière que le sommeil ne réparait plus. Il n'a pas bronché. Il a juste hoché la tête comme s'il insérait mentalement ses pièces dans un cadre plus large. Je dirige une agence de branding et de stratégie, a-t-il dit. Mercier et Vasseur. Nous travaillons avec des petites entreprises, des associations, des gens qui essaient de comprendre comment dire qui ils sont d'une manière que le monde entendra réellement. J'ai haussé un sourcil. Et vous parlez à une étudiante fauchée qui a à peine le temps de manger. Intéressant ciblage démographique. Il a ri. Je parle à quelqu'un qui cumule 3 emplois, vient toujours en cours et peut répondre aux questions directes sans rien édulcorer. C'est plus utile dans mon monde que vous ne le pensez.
Puis il a dit la phrase qui a poussé ma vie sur une voie différente. Vous devriez postuler pour notre programme de stage. J'ai failli dire non par réflexe. Les stages, d'après mon expérience, étaient des opportunités souvent mal payées que seuls les gens avec des filets de sécurité financière pouvaient se permettre. Je ne peux pas travailler gratuitement, lui ai-je dit brutalement. Je n'ai pas de parents qui vont payer mon loyer pendant que j'apprends à faire des mood boards. C'est rémunéré, a-t-il dit immédiatement. Pas des sommes folles, mais équitablement. Et on ne fait pas aller chercher le café. Si vous êtes là, vous faites partie du travail. La certitude dans sa voix rendait difficile le refus. Pourtant, j'ai senti cette résistance familière monter. Celle construite au fil des années à s'entendre dire que j'étais l'indépendante, celle qui n'avait pas besoin d'aide. Pourquoi moi, ai-je demandé. Il n'a pas fait de grands discours. Il a juste haussé légèrement les épaules. Parce que vous savez déjà comment porter du poids. Parce que vous n'avez clairement pas peur de l'effort. La compétence s'enseigne. Le caractère, non. Cette phrase est restée avec moi longtemps après qu'il a glissé sa carte de visite sur la table. Je l'ai prise, glissée dans un carnet et passé la semaine suivante à me convaincre de ne pas prendre la peine d'essayer. Chaque fois que j'ouvrais le portail de candidature, j'entendais la voix de mon père au fond de mon esprit, ne disant pas « je suis fier de toi », mais disant « n'espère pas trop. Tu es toute seule. » Finalement, un mardi soir, après un service de ménage particulièrement brutal, je me suis assise à mon bureau, j'ai ouvert un document vierge et j'ai écrit la vérité. J'ai écrit sur le fait de cumuler plusieurs emplois, d'apprendre à communiquer rapidement avec des gens fatigués, de prêter attention aux détails que personne ne m'avait appris à voir. Je n'ai pas enjolivé. Je n'ai pas prétendu que ma vie était glamour. Je leur ai juste dit ce que porter mon propre poids avait fait de moi. 2 semaines plus tard, j'ai vérifié mes emails entre 2 cours et j'ai vu l'objet qui a fait bondir mon cœur, offre de stage Mercier et Vasseur. Je l'ai lu une fois, puis une autre, puis une troisième juste pour m'assurer que je n'hallucinais pas par manque de sommeil. Rémunéré, temps partiel flexible autour des horaires de cours. Une chance d'apprendre de vraies compétences auprès de gens qui savaient réellement ce qu'ils faisaient. J'ai accepté avant que mon cerveau n'ait le temps de m'en dissuader. Le premier jour chez Mercier et Vasseur, je suis entré dans un espace qui ne ressemblait en rien au monde de ma famille et en tout point au genre d'avenir que je ne m'étais jamais permis d'imaginer. Il y avait des parois vitrées, des tableaux blancs collaboratifs, un mur d'affiches de campagne passée qui racontait des histoires avec juste quelques mots et images. Julien m'a présenté à son associée, Claire Vasseur. Une femme dont les yeux perçants ne rataient rien et dont la poignée de main communiquait, je n'ai pas le temps pour les excuses, sans qu'elle dise un mot. Claire ne m'a pas traité comme une débutante fragile. Elle m'a donné un brief client à lire et a demandé des observations sous forme de points clés pour la fin de la journée. Pas de maternage, pas de petits pas. C'était terrifiant. C'était la première fois qu'être indépendante payait vraiment. J'ai commencé à apprendre vite comment lire entre les lignes de ce que les clients disaient et ce dont ils avaient vraiment besoin. Comment structurer un message pour que les gens s'y intéressent. Comment prendre des retours qui piquaient et les transformer en un meilleur brouillon au lieu d'une preuve que je devrais démissionner. Le soir, je faisais encore quelques livraisons, mais je ne nettoyais plus les toilettes. Mon temps était devenu plus précieux et pour la première fois, quelqu'un d'autre que moi avait décidé que c'était vrai. Pendant que ce nouveau monde s'ouvrait, l'ancien restait obstinément le même. Ma famille n'appelait pas pour demander comment j'allais, s'ils pensaient à ma vie, c'était surtout en termes vagues. Elle est à la fac quelque part, non? Elle va bien. Elle va toujours bien. Mais à des kilomètres de là, dans un bureau avec mon nom sur un badge et mes projets de titre sur un écran de salle de conférence, je devenais tranquillement quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas du tout. Mercier et Vasseur est devenu l'endroit où j'ai grandi pour devenir une version de moi-même que ma famille n'avait jamais rencontrée et n'avait probablement jamais imaginé exister. Le jour, je faisais partie d'une équipe qui demandait mon avis et l'utilisait réellement. La nuit, j'étais encore une étudiante courant après les délais. Mais maintenant, il y avait un autre type de pression, latente au lieu du doute. Claire a commencé à m'inclure dans les réunions de stratégie, demandant « Manon, qu'est-ce que tu vois ici ?» La première fois qu'elle l'a fait devant un client, j'ai cru qu'elle avait fait une erreur, mais elle m'a regardé avec ce regard stable qui disait « Je ne demanderai pas si je ne pensais pas que tu pouvais répondre. » Alors, je l'ai fait. J'ai parlé du ton, de ce que le public pourrait ressentir,
du décalage entre le langage poli de la marque et la réalité désordonnée que les gens vivaient réellement. Le client a hoché la tête lentement. Julien a croisé mon regard après et a mimé, bien joué. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec quelque chose de léger et d'inconnu dans la poitrine, le sentiment d'être valorisé. Pendant ce temps, mon téléphone restait majoritairement silencieux. Les nouvelles de ma famille arrivaient filtrées par les réseaux sociaux. Ma sœur posant avec des amis, de nouvelles tenues, de nouveaux décors. Mes parents au restaurant, en week-end, à des événements auxquels je n'avais jamais été invité, même quand je vivais sous leur toit. Je le remarquais, mais ça ne blessait plus comme avant. Il se passait trop de choses dans ma propre vie pour rester coincé dans ce qu'ils refusaient de voir. Ce changement a été testé le jour où un email inattendu a atterri dans ma boîte de réception de la part de quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années, ma tante Isabelle. Elle avait toujours été l'observatrice silencieuse lors des réunions de famille, celle qui remarquait quand je m'éclipsais pour faire la vaisselle pendant que tout le monde s'attroupait autour de ma sœur. Dans son message, elle disait qu'elle passait par ma ville et voulait qu'on prenne un café, si j'avais le temps. Sa formulation était claire. C'était une demande, pas une obligation. J'ai dit oui. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café près du campus. Elle paraissait un peu plus âgée, un peu plus fatiguée autour des yeux, mais son expression était exactement comme dans mon souvenir, gentille, directe, pas facile à duper. Elle m'a interrogé sur l'école, mon stage, mes boulots. Quand elle écoutait, elle n'interrompait pas, ne se précipitait pas pour donner des conseils. Elle me laissait juste parler, ce qui, d'une certaine manière, me donnait envie d'être plus honnête. Au bout d'un moment, ses questions ont changé. « Tu as souvent des nouvelles de tes parents ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai haussé les épaules. De temps en temps, ai-je dit. Surtout quand ils ont besoin de quelque chose. Elle a eu un faible sourire triste. Ça concorde avec ce que j'ai vu, a-t-elle dit. Puis elle m'a dit quelque chose qui ne m'a pas tant choqué que confirmé un soupçon que j'essayais de ne pas regarder en face. Elle avait rendu visite à mes parents récemment. Pendant la visite, elle a dit que mon père avait passé 20 minutes à se vanter des projets de ma sœur, une potentielle boutique, peut-être une marque, peut-être quelque chose lié à l'influence, ces mots dégoulinant d'ambition par procuration. Quand le sujet a dévié sur moi, son ton a changé. Manon ? Il a dit, oh, elle est à la fac, elle fait son petit truc. Elle s'occupe. Elle a toujours été indépendante. On ne s'inquiète pas pour elle. Ma tante a observé mon visage attentivement en répétant ces lignes. Je pensais que tu méritais de savoir comment il parle de toi quand tu n'es pas là, a-t-elle dit. Je suis resté avec ça une seconde, remuant mon café même si je l'avais fini 10 minutes plus tôt. Curieusement, ça n'a pas fait mal comme ça aurait pu le faire quelques années auparavant. C'est juste atterri à l'endroit où je stocke les faits. Il parle de moi comme d'un bruit de fond, pas comme de quelqu'un avec une vie, un esprit ou une histoire propre. Merci de me l'avoir dit, ai-je répondu. C'est plus clair que de faire semblant, j'imagine. Elle a hoché la tête. Tu construis quelque chose de réel, Manon, a-t-elle dit doucement. Avec ou sans eux. Ne laisse pas leur aveuglement te faire douter de ce que tu peux voir. Une semaine plus tard, mon téléphone s'est allumé avec un appel de mon père. Cela faisait longtemps que son nom n'avait pas clignoté sur mon écran pour autre chose qu'un message groupé ou une information logistique. J'ai failli laisser aller sur la messagerie. La curiosité l'a emporté. Allô, ai-je répondu. Il n'a pas commencé par bonjour. Il le faisait rarement. Il a ouvert avec « Alors, j'ai entendu dire que tu t'étais dégoté une sorte de stage chic. » Je pouvais entendre le bruit de fond, la télé, la vaisselle qui s'entrechoque, le son distant du rire de ma sœur. Ça se passe bien, ai-je dit prudemment. J'apprends beaucoup. Bien, bien, a-t-il répondu sur ce ton distrait qui signifiait qu'il n'écoutait pas vraiment les mots. Écoute, ta sœur pensait à lancer une boutique, une présence en ligne, du branding, peu importe comment tu appelles ce truc. Et puisque tu bricoles déjà avec ces trucs d'ordinateur, je me suis dit que ce serait bien que tu l'aides à démarrer. Bricoler avec des trucs d'ordinateur. La façon dont il aplatissait mon travail en quelque chose d'anecdotique était presque impressionnante. Qu'est-ce que tu demandes exactement, ai-je dit, gardant ma voix neutre. Tout mettre en place, a-t-il dit comme si c'était évident. Logo, site web, réseaux sociaux, tu sais, tout le truc en coulisses.
Ce serait bien pour la famille, et franchement, après tout ce qu'on a fait pour toi, ce n'est pas grand-chose à demander. Tout ce qu'on a fait pour toi. La phrase m'a fait serrer la mâchoire. Il a listé quelques exemples vagues, payer la caution de ma résidence au premier semestre, m'acheter un ordinateur d'occasion au lycée, me laisser vivre à la maison gratuitement quand j'étais ado. Il n'a pas mentionné les nuits où je travaillais en double service pour couvrir ce qu'il ne voulait pas payer. Il n'a pas mentionné les bourses que j'avais obtenues seul. Il n'a pas mentionné la façon dont ils avaient jeté des ressources à ma sœur sans une seconde hésitation. Je pouvais sentir le scénario familier grimper le long de ma colonne vertébrale. Dis oui. Minimise tes besoins. Sois reconnaissante pour les miettes. Reste indépendante. Cette fois, je ne l'ai pas suivi. Je n'ai pas la capacité de prendre des projets non rémunérés en ce moment, ai-je dit calmement. Je jongle entre l'école, le travail à l'agence et ce qui reste de ma propre vie. Il y a eu une pause. C'est ta sœur, a-t-il dit sèchement. La famille s'entraide. La famille se manifeste avant d'avoir besoin de quelque chose, ai-je répondu avant de pouvoir m'arrêter. Je ne suis pas une extension gratuite de vos projets. Le silence a grésillé sur la ligne. Finalement, il a dit, tu as changé, de cette manière accusatrice que certaines personnes utilisent quand elles veulent vraiment dire, tu as arrêté de nous laisser t'utiliser. J'ai grandi, ai-je répondu. C'est le but d'envoyer quelqu'un faire des études, non? Il a marmonné quelque chose sur le fait que j'étais ingrate, puis a raccroché sans dire au revoir. J'ai fixé mon téléphone un long moment. Puis je l'ai posé face contre table sur mon bureau et je suis retourné réviser un pitch client. Pour la première fois de ma vie, me choisir moi plutôt que ma famille ne ressemblait pas à une trahison. Cela ressemblait à la première étape. Au moment où ma dernière année d'études est arrivée, ma vie s'était divisée en deux voies distinctes. D'un côté, les réveils matinaux pour les cours, les nuits tardives à finaliser des brouillons de campagne, les week-ends passés à peaufiner mon portfolio chez Mercier et Vasseur. De l'autre, une famille distante, presque théorique, avec qui je partageais un nom de famille mais très peu d'autre chose. L'appel de mon père concernant la boutique s'est fondu dans le bruit de fond. Une donnée de plus dans une longue liste de preuves qu'il me voyait comme un outil, pas une personne. J'ai versé mon énergie dans la voix qui répondait réellement quand je me présentais. Claire a commencé à me confier plus de responsabilités. Julien m'a expliqué le côté business de l'agence, les contrats, les attentes des clients, les mathématiques silencieuses derrière une croissance durable. Je posais des questions, beaucoup. Personne ne me disait que j'étais, trop, parce que je voulais comprendre les choses. À l'approche de la saison des diplômes, mon directeur de mémoire m'a prise à part après le cours. Vous devriez vérifier vos emails, a-t-il dit avec un petit sourire. Le bureau du doyen essaie de vous joindre. Mon estomac s'est serré une seconde. Puis j'ai ouvert ma boîte de réception et j'ai vu l'objet, récipiendaire du prix d'excellence du doyen. J'ai lu le message attentivement. Mention très bien, reconnaissance du département, un prix spécial pour la performance académique et la contribution à la communauté. Cela semblait irréel, comme si l'email avait été envoyé à la mauvaise personne. Je suis sorti du bâtiment dans un état second et j'ai appelé les seules personnes dont l'opinion sur mon travail comptait vraiment maintenant, Julien et Claire. Ils ont enfin remarqué, a dit Claire sèchement quand je lui ai annoncé. On s'assurera que tu puisses partir tôt ce jour-là, a ajouté Julien. Profitant. C'est à toi. Les mots « à toi » sont restés gravés en moi. Pas à nous, pas à eux. À moi. Je n'ai pas parlé du prix à mes parents. Je leur ai dit la date et l'heure de la cérémonie, rien de plus. L'expérience m'avait appris que leur donner des informations à l'avance ne leur donnait que plus d'occasion de déformer ça en quelque chose à propos de ma sœur. Je voulais que ce moment sur scène m'appartienne, et non à une performance qu'ils pourraient répéter autour. Ce qui nous ramène à la Mercedes, au bus et au visage de mon père quand mon nom a résonné dans le grand amphithéâtre avec un titre qu'il n'avait pas approuvé, financé, ni même su qu'il existait. Après la cérémonie, l'école a guidé les familles et les diplômés vers un chaos de stands photos et de couloirs bondés. J'ai pris quelques photos avec des camarades, souri avec le doyen, serré la main de professeur qui m'avait regardé me traîner jusqu'à la ligne d'arrivée. Mon téléphone a vibré avec un texto court, « Retrouve-nous dehors près de la fontaine. » Papa. Le ton ne correspondait pas à ce qui venait de se passer à l'intérieur. Mais ce n'était rien de nouveau. Je suis sorti dans l'après-midi lumineux,
serrant mon diplôme et le dossier du prix, la toge pesant encore lourd sur mes épaules. Ils attendaient près de la fontaine. Mon père les bras croisés, ma mère avec un sourire rigide, ma sœur tapotant sur son téléphone dans une robe qui coûtait probablement plus cher que toute ma tenue. La Mercedes, bien sûr, était garée à un endroit où elle n'était pas censée être. Je me suis préparé. La voilà, a dit mon père, comme si j'avais été en retard à notre propre réunion. Notre diplômé. Le mot « notre » a fait se tordre quelque chose dans ma poitrine. Il m'a attiré pour une étreinte qui ressemblait plus à une pause qu'à de l'affection. Je l'ai enduré, puis j'ai reculé. « Tu ne nous avais pas parlé de ce prix », a dit ma mère, ses yeux glissant vers le dossier gaufré dans ma main. On a dû l'entendre de l'annonceur comme tout le monde. Je n'étais pas sûr que ça vous intéresserait, ai-je répondu. Ma sœur a pouffé légèrement. Bien sûr que ça nous intéresse, a-t-elle dit. Ça donne une bonne image de la famille. C'était là. Pas de fierté pour moi, de la fierté pour l'éclat reflété. Mon père s'est raclé la gorge, changeant d'appui comme s'il passait à la partie de la conversation qui comptait vraiment pour lui. Écoute, a-t-il dit, baissant la voix comme si nous discutions d'informations classifiées au lieu de mon avenir. On a discuté, et on pense que ce serait mieux si tu revenais vivre à la maison quelque temps après ça. Économiser de l'argent. Aider. L'idée de boutique de ta sœur prend vraiment forme. Et avec ton petit truc de marketing, tu pourrais faire décoller ça rapidement. Mon petit truc de marketing. Mercier et Vasseur réduit à un passe-temps, mon diplôme réduit à un outil au profit de quelqu'un d'autre. Je les ai regardés tous les trois attentivement. J'ai déjà une offre d'emploi, ai-je dit. À temps plein, en CDI, dans l'agence avec laquelle j'ai fait mon stage. Il me garde après le diplôme. Je reste ici. La mâchoire de mon père s'est serrée. Tu ne peux pas sérieusement choisir un petit boulot de bureau au lieu d'aider ta propre famille, a-t-il dit. C'est ta chance de rendre l'appareil après tout ce qu'on a investi en toi. Investi. Le mot est tombé lourdement. J'ai pensé aux nuits passées à nettoyer, aux livraisons sous la pluie, aux repas sautés, aux manuels payés avec des heures supplémentaires. J'ai pensé au trajet en bus ce matin-là, au siège vide à l'arrière de la Mercedes, à la façon dont il avait dit « tu as l'habitude du bus ». Qu'est-ce que vous pensez avoir investi exactement, ai-je demandé doucement. Ma mère a cligné des yeux, surprise. On t'a élevé, a-t-elle dit rapidement. On a mis un toit au-dessus de ta tête. On a payé des choses quand on pouvait. Vous avez choisi où mettre vos efforts, ai-je coupé, ma voix toujours calme. Vous avez choisi quel enfant recevait du soutien et à quel enfant on disait « tu te débrouilleras ». Je me suis débrouillé sans vous. Le visage de mon père a rougi. Surveille tonton, a-t-il claqué. Nous sommes toujours tes parents. Et je suis toujours votre fille, ai-je répondu. Mais ça ne veut pas dire que je vous dois ma carrière. Je ne reviens pas vivre à la maison. Je ne construis pas une entreprise pour ma sœur pendant que vous qualifiez mon travail de petit et agissez comme si ma vie était un projet secondaire. Un éclair de colère a traversé son visage, mêlé à quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la peur. La peur que le contrôle qu'il avait toujours supposé avoir était en train de glisser. Tu es ingrate, a-t-il dit. Égoïste. La famille reste soudée. La famille se montre avant les occasions de photos, ai-je dit. La famille a de la place dans la voiture le jour du diplôme. La famille demande comment tu as survécu pendant 4 ans avant de demander ce que tu peux faire pour eux. Les mots ont plané entre nous. Ma sœur a bougé, mal à l'aise. Ma mère avait l'air de vouloir tout aplanir, prétendre que nous avions juste un petit malentendu qui pouvait être réglé avec quelques phrases prudentes. Mais j'avais fini d'être aplani. Si vous voulez une équipe de branding pour la boutique, ai-je dit, engagez en une. Payez-les. Traitez-les avec respect quand ils disent non à des choses qui ne correspondent pas à leur travail. C'est ce que font les clients. J'ai pris une inspiration. Je ne suis pas votre service interne gratuit. Mon père m'a regardé comme si j'avais commencé à parler une autre langue. Je ne sais pas qui t'a mis ces idées dans la tête, a-t-il dit. Personne n'a eu besoin de le faire, ai-je coupé. Tout ce que j'ai fait, c'est tenir les comptes. Pour la première fois, j'ai vu l'impact. La réalisation que la fille calme et autosuffisante qu'ils avaient toujours supposé pouvoir plier avait appris à ne pas le faire.
Il a ouvert la bouche, l'a fermée, puis a reculé. Très bien, a-t-il dit finalement. Fais ce que tu veux. Ne viens pas nous appeler quand ça s'effondrera. Ça tient déjà debout sans vous, ai-je répondu. C'est tout le problème. Nous avons pris quelques photos rigides après ça parce que les rituels sont difficiles à briser même quand le sens s'en est échappé. Les sourires semblaient assez normaux pour les étrangers. Mais en dessous, une ligne avait été tracée. Je me suis éloigné de cette fontaine avec mon diplôme dans une main et quelque chose de plus précieux dans l'autre, la décision que mon avenir ne serait pas construit selon leurs conditions. Après le diplôme, la vie n'est pas devenue magiquement facile, mais elle est devenue mienne d'une manière qu'elle n'avait jamais été auparavant. J'ai déménagé dans un petit appartement plus proche de l'agence, signé mon contrat de travail et échangé ma carte d'étudiante contre un badge d'accès au bâtiment qui disait « CDI ». Le travail s'est intensifié, les délais se sont empilés, les clients sont devenus plus exigeants. Mais avec chaque campagne que j'aidais à façonner, chaque présentation à laquelle je contribuais, la distance entre qui ma famille pensait que j'étais et qui j'étais réellement s'agrandissait et devenait plus permanente. Des mois ont passé. J'avais peu de nouvelles de la maison. De temps en temps, un parent me taguait sur une photo d'un rassemblement que j'avais manqué parce que je travaillais tard ou simplement parce que je n'avais pas envie de passer mon seul week-end libre à être comparé à ma sœur à nouveau. J'ai appris via les réseaux sociaux que l'idée de boutique avait avancé. Ma sœur postait des moodboards, des échantillons de tissus, des teasers sur « quelque chose de gros, arrivant bientôt ». Mes parents commentaient sous chaque post, l'encourageant publiquement comme ils ne l'avaient jamais fait pour moi. Ça piquait pendant environ 3 secondes à chaque fois. Puis je me souvenais du bus, de la cérémonie, de l'offre de Mercier et Vasseur. Je me souvenais que je n'attendais plus qu'ils me voient. La vraie collision a eu lieu environ 8 mois après le diplôme. J'étais en train de finaliser une proposition quand la réception a appelé mon poste. Manon, a dit la réceptionniste prudemment. Il y a 3 personnes ici qui demandent à vous voir. Ils disent qu'ils sont votre famille. Ma main s'est serrée autour de la souris. Je ne les avais pas invités. Je ne leur avais pas donné cette adresse. Faites-les monter, ai-je dit finalement. Je les retrouverai à l'ascenseur. Quand les portes se sont ouvertes, c'était comme voir des fantômes entrer dans un monde qu'ils ne comprenaient pas. Mon père regardait autour de lui avec une curiosité mal dissimulée, observant l'aménagement ouvert, les salles de conférence aux parois vitrées, les campagnes encadrées sur les murs. Ma mère serrait son sac un peu trop fort. Les yeux de ma sœur parcouraient tout et atterrissaient de manière prévisible sur la décoration élégante. Des accessoires pour de futurs posts Instagram si elle jouait bien son coup. Alors, c'est là que tu te cachais, a commenté mon père. Te cacher ? Comme si j'étais parti dans un endroit secret au lieu de me présenter quotidiennement à un travail que j'avais mérité. Je travaille ici, ai-je dit simplement. Ce n'est pas une cachette. Je les ai conduits dans une petite salle de réunion et j'ai fermé la porte. Qu'est-ce qui vous amène, ai-je demandé, sachant déjà que ce n'était pas une visite spontanée et sincère. Mon père n'a pas perdu beaucoup de temps. Il a sorti un dossier de son sac et a étalé des pages imprimées sur la table. Des projections, des logos, des planches de tendance, une maquette de site web grossière. La boutique est prête à passer à la vitesse supérieure, a-t-il dit. On a fait le travail de base, mais on a besoin d'une poussée finale. Une vraie marque, une campagne de lancement. Tu as les compétences maintenant, et tu es à l'endroit parfait. Cette agence peut gérer le lancement, et tu peux tout superviser. Ce sera bon pour eux, bon pour nous, bon pour toi. L'arrogance était presque vertigineuse. Ils ne demandaient pas. Ils m'informaient du rôle qu'ils m'avaient assigné dans leur histoire. Ma mère a renchéri avec des mots doux sur la famille qui se réunit, sur combien ils étaient fiers à leur manière, sur le fait que c'était une chance de guérir les vieilles tensions. Ma sœur parlait à peine, mais son expression en disait assez. Elle s'attendait à ce que je dise oui. Dans leur esprit, c'était l'ordre naturel des choses. Ils décident. J'exécute. J'ai regardé le dossier, puis je les ai regardés. Vous voulez que mon agence vous prenne comme client, ai-je dit. Vous voulez mon temps, mon expertise et ma réputation ici, liés à un projet que vous avez déjà planifié sans moi. Et vous êtes venu ici en supposant que je serais reconnaissante de l'opportunité. Mon père s'est hérissé. On te donne une chance de faire tes preuves avec des gens que tu connais, a-t-il dit.
Tu devrais nous remercier. J'ai pensé à mes vrais clients, ceux qui payaient des acomptes, écoutaient les délais, respectaient les limites. Puis j'ai pensé à ce moment à l'arrêt de bus des mois plus tôt, debout dans ma toge de diplômé pendant qu'il s'éloignait dans une voiture neuve qui symbolisait exactement comment il nous valorait différemment. Le contraste était presque risible. Non, ai-je dit. Le mot était petit mais solide. Non, a répété mon père comme si c'était une erreur de prononciation, pas une phrase complète. Tu refuses d'aider ta propre famille. Je refuse de vous laisser transformer mon travail en une faveur que vous ne prévoyez jamais de respecter, ai-je répondu. Si vous voulez pitcher cette agence, vous pouvez passer par le même processus que tous les autres clients. Vous pouvez rencontrer les associés, accepter les honoraires, signer un contrat et accepter des retours professionnels sans traîner mon nom là-dedans. J'ai soutenu son regard. Mais je ne serai pas votre garantie intégrée, et je ne gérerai pas personnellement ce compte. Ma mère avait l'air sincèrement choquée. Manon, c'est extrême, a-t-elle dit. Tu laisses la fierté empêcher la guérison. Non, ai-je dit à nouveau, plus doucement cette fois. Je laisse la réalité empêcher le fait de faire semblant. Vous n'êtes pas venu ici pour guérir quoi que ce soit. Vous êtes venu parce que vous avez enfin réalisé que j'ai accès à quelque chose que vous voulez. Ma sœur a levé les yeux au ciel. Tu rends ça tellement dramatique, a-t-elle dit. On a juste demandé de l'aide. Tu agis comme si on n'avait jamais rien fait pour toi. J'ai repensé à ce matin-là. Les 2 sièges vides à l'arrière de la Mercedes, l'horaire de bus dans ma main. L'annonce de mon prix qu'ils avaient entendu pour la première fois avec tout le monde parce qu'ils ne s'étaient pas assez souciés pour demander. Vous avez fait ce que vous avez choisi de faire, ai-je dit. Vous avez versé vos ressources sur un enfant et dit à l'autre qu'elle se débrouillerait. Je l'ai fait. Maintenant vous êtes là parce que vous voulez ce que j'ai construit à partir de cette négligence. Ce n'est pas de la famille. C'est de l'opportunisme. La pièce est devenue silencieuse. La mâchoire de mon père s'est contractée. Si tu tournes le dos à ça, a-t-il dit lentement, ne t'attends pas à ce qu'on soit là quand tu retrouveras tes esprits. J'ai senti un calme étrange s'installer en moi. Le même sentiment que j'avais eu en m'éloignant de la fontaine le jour du diplôme. J'ai arrêté d'attendre ça il y a longtemps, ai-je dit. J'ai rassemblé les papiers sur la table, les ai empilés proprement et les ai glissés dans le dossier. Prenez ça avec vous, ai-je ajouté. Vous en aurez besoin quand vous rencontrerez un vrai consultant ailleurs. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai ouverte. La conversation était terminée. Ils sont sortis, raides et offensés, plus choqués par la perte de contrôle que par tout ce que j'avais réellement dit. Je les ai regardés se diriger vers l'ascenseur, 3 silhouettes d'une vie à laquelle je ne voulais plus me réduire pour m'y adapter. Quand les portes se sont fermées, j'ai expiré lentement. Pas de tremblement, pas de doute, juste du soulagement, de la clarté. C'était le jour où j'ai finalement compris quelque chose de simple et dévastateur. Parfois, les gens qui vous ont élevé sont les derniers à remarquer qui vous êtes devenu. Ils sont trop occupés à chercher la version de vous qui a besoin d'eux, ou pire, la version de vous qui les laisse continuer à se sentir supérieurs. Je suis retourné à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fini la proposition pour un client qui valorisait mon travail assez pour le payer sans culpabilité ni manipulation. Le contraste m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ce que signifiait la famille en pratique, pas juste en parole. Alors si vous regardez ceci et reconnaissez des morceaux de votre propre histoire, le favoritisme, la négligence silencieuse, le moment où vous réalisez que vous n'étiez valorisé que pour ce que vous pouviez fournir, entendez-moi clairement. S'éloigner de cette dynamique n'est pas une trahison. C'est de l'autopréservation. C'est le début d'une vie honnête. Mon père a un jour acheté une voiture de luxe à ma sœur et m'a dit de prendre le bus. Pendant longtemps, j'ai cru que cela disait quelque chose sur ma valeur. Maintenant, je le vois pour ce que c'était, une annonce bruyante sur qui ils étaient, eux. Je ne peux pas les changer. Je ne peux pas réécrire les années où j'ai accepté moins parce que je ne savais pas mieux. Mais je peux choisir chaque jour de construire une vie où ma valeur n'est pas mesurée par la quantité d'exploitation que je tolère. Et si cette histoire vous atteint un jour où vous êtes debout à votre propre arrêt de bus métaphorique, vous demandant si vous en demandez trop, j'espère que vous vous souviendrez de ceci, parfois. La chose la plus courageuse que vous puissiez faire est d'arrêter de mendier une place dans une voiture qui n'a jamais été conçue pour vous transporter, et de commencer à marcher vers un avenir que vous avez construit de vos 2 propres mains.
Notre équipe chez La Revanche du Sceau se consacre à créer des intrigues significatives et riches en émotions qui reflètent les conflits familiaux de la vie réelle et les luttes personnelles.